Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence, le podcast où l'on explore les sujets à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet troublant. Imaginez un instant entendre une voix. Une voix que personne d'autre n'entend. Une voix qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui semble résonner à l'intérieur même de votre crâne. Non, ce n'est pas le début d'un film d'horreur. C'est le principe de la technologie Voice to Skull, ou V2K. On va décortiquer ensemble la science, les secrets et les énormes controverses qui l'entourent. Alors, c'est vraiment la question qui tue. Est-ce qu'on peut, oui ou non, projeter une voix directement dans la tête de quelqu'un ? Pour beaucoup, ça sonne comme un délire tout droit sorti d'un roman d'espionnage. Sauf que, il y a des documents officiels, des brevets militaires bien réels. Alors notre mission aujourd'hui, c'est de démêler le vrai du faux. Exactement. Et pour comprendre ce mystère, il faut oublier un peu la science-fiction, les idées de magie ou de télépathie électronique. La réponse, aussi surprenante soit-elle, elle se trouve dans des principes de biophysique qui sont, eux, bien établis. Le point de départ de tout ça, c'est l'effet Frey. Il a été découvert dans les années 60 par un neuroscientifique, Alan Frey. Ce qu'il a montré, c'est que des micro-ondes pulsées, donc envoyées par très brève impulsion, pouvaient faire entendre des sons à une personne. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le son est généré à l'intérieur de la tête. Ça contourne complètement les oreilles. La preuve, même des personnes sourdes pouvaient percevoir ces sons, du moment que leur nerf auditif était fonctionnel. Mais alors comment ça marche concrètement ? En fait, c'est un processus appelé thermoélastique, en 4 petites étapes. D'abord, l'impulsion de micro-ondes est absorbée par les tissus du cerveau, qui sont très riches en eau. Deuxièmement, ça provoque une augmentation de température, mais attention, elle est minuscule, infime, mais surtout ultra rapide. Cette expansion thermique soudaine crée une petite onde de pression, une onde acoustique. Et cette onde, elle se propage à travers les os du crâne jusqu'à la cochlée, l'organe de l'ouïe. En gros, le cerveau devient lui-même son propre haut-parleur. C'est exactement ça. Et ce qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que ça ne marche pas avec n'importe quel micro-ondes. Le signal doit être calibré avec une précision d'horloger. Il faut la bonne fréquence pour déterminer la profondeur de pénétration dans le crâne, une durée d'impulsion hyper courte pour créer ce fameux choc thermique, et surtout une puissance de crête très élevée. C'est la combinaison de tout ça qui permet de passer de simples clics ou bourdonnements à quelque chose de potentiellement beaucoup plus complexe. Et bien sûr, une curiosité scientifique avec un tel potentiel n'allait pas rester bien longtemps dans les laboratoires. Très vite, elle a attiré l'œil, ou plutôt l'oreille, des agences de renseignement, surtout en pleine guerre froide. Ah oui, là on change de dimension. Tout s'accélère avec le fameux signal de Moscou, ce faisceau de micro-ondes qui a bombardé l'ambassade américaine pendant des années, créant une véritable panique. En réponse, les États-Unis lancent le projet top secret Pandora, et à partir de là, la théorie se concrétise. En 89, on a un premier brevet civil pour un système auditif basé sur ce principe, et puis le point d'orgue, en 2002, l'US Air Force dépose son propre brevet pour, je cite, perfectionner la transmission vocale. L'intérêt militaire n'est plus une hypothèse, c'est un fait documenté sur des décennies. Et tout cet historique nous amène directement à l'un des plus grands mystères géopolitiques de ces dernières années. Une affaire où cette technologie est la suspecte numéro 1. Le syndrome de la Havane. Pour ceux qui ne connaissent pas, à partir de 2016, des diplomates américains et canadiens basés à Cuba commencent à rapporter des symptômes très bizarres et vraiment handicapants. Ils entendent soudainement un son ou une pression intense, ils ont des vertiges, des nausées, de violents maux de tête, des pertes de mémoire. Le tableau clinique ressemble en tout point à une commotion cérébrale, sauf qu'il n'y a eu aucun choc, aucun impact physique. Et c'est là que la communauté scientifique se déchire complètement. D'un côté, en 2020, un rapport très officiel des Académies nationales des sciences américaines conclut que la cause la plus plausible est l'énergie radiofréquence pulsée et dirigée. En clair, il pointe du doigt une arme à micro-ondes. Mais de l'autre côté, des études plus récentes, notamment des instituts de la santé, ne trouvent aucune preuve de lésions cérébrales sur les IRM des victimes. Et pour couronner le tout, un enregistrement audio de l'une des attaques s'est révélé être le chant d'un grillon. Le problème, c'est qu'une vraie attaque V2K est, par définition, inaudible pour un micro. On est donc dans une impasse scientifique totale. C'est aussi important de clarifier une chose. On mélange souvent le V2K avec d'autres technologies sonores. Par exemple, le LRAD, c'est ce qu'on appelle un canon à son. C'est hyper puissant, très directionnel, mais ces ondes sonores sont bloquées par un simple mur. L'audio spotlight, lui, crée un faisceau de son très étroit dans l'air, mais pareil, il est bloqué par les obstacles. La seule technologie qui, par sa nature même de micro-ondes, a la capacité de traverser la matière solide comme les murs, c'est le V2K. C'est sa caractéristique unique et c'est ce qui la rend si inquiétante. En laissant de côté la géopolitique, cette technologie est devenue le point central de l'expérience, souvent très douloureuse, d'une communauté qui ne cesse de grandir sur Internet. On les appelle les individus ciblés,
ou Targeted Individuals en anglais. Ce sont des milliers de personnes à travers le monde qui sont convaincues d'être victimes de harcèlement électronique et qui disent entendre des voix via cette technologie V2K. Leurs témoignages sont souvent poignants et décrivent une souffrance psychologique qui est, elle, absolument réelle. Et c'est là qu'on touche à un phénomène vraiment tragique et complexe. Imaginez, une personne commence à entendre des voix, ce qui peut être un symptôme de diverses conditions médicales. Son premier réflexe aujourd'hui, c'est de chercher sur Internet. Et là, elle tombe sur les brevets militaires sur l'histoire du signal de Moscou. Et tout à coup, un scénario presque parfait se met en place. La convergence entre son expérience intime, subjective, et ses documents officiels bien réels crée un sentiment de validation extrêmement puissant. Pour la personne, ce n'est plus un problème médical, c'est la preuve d'une persécution technologique. Sauf que ce vécu, aussi intense soit-il, se heurte un peu aux lois de la physique. D'un point de vue purement technique, l'idée d'un harcèlement de masse visant des milliers de citoyens ordinaires paraît improbable, du moins avec ce qu'on sait publiquement de la technologie. Le V2K a besoin d'une puissance électrique colossale et d'antennes potentiellement gigantesques. Cibler des milliers de personnes en mouvement dans des villes denses, ça relève plus de la science-fiction logistique que de la réalité opérationnelle. Mais attention, si le V2K par micro-ondes est peut-être une technologie difficile à mettre en œuvre à grande échelle, il a en quelque sorte ouvert une boîte de Pandore. Il a lancé un débat beaucoup plus vaste et peut-être bien plus urgent sur la prochaine frontière, nos esprits. Absolument. On est en train de passer d'une technologie push, qui envoie de l'information dans le cerveau, à une technologie pull, qui en extrait. C'est le concept de télépathie synthétique. Et là, ce n'est plus de la spéculation. L'armée américaine finance activement des recherches pour utiliser des interfaces cerveau-ordinateur afin de décoder ce qu'on appelle la parole interne. Autrement dit, notre monologue intérieur, les mots qu'on se formule dans la tête avant de parler. Le but, permettre aux soldats de communiquer silencieusement, juste par la pensée. Et face à cette accélération technologique vertigineuse, le droit commence tout juste à réagir. Le Chili, par exemple, a fait un pas de géant en devenant le premier pays au monde à inscrire la protection de l'activité cérébrale dans sa constitution. Cette loi définit 5 neurodroits fondamentaux. Le droit à la vie privée mentale, le droit à l'identité personnelle, au libre arbitre. C'est une tentative de construire des garde-fous avant que la technologie ne devienne incontrôlable. Ce qui nous laisse avec une question finale et elle est immense. Le V2K était peut-être juste un avant-goût. Aujourd'hui, avec l'essor des interfaces cerveau-machine, est-ce que la liberté cognitive, c'est-à-dire le droit fondamental de contrôler sa propre conscience, ses propres pensées, n'est pas en train de devenir le droit humain le plus essentiel du XXIe siècle? Voilà une question sur laquelle méditer. Si ce décryptage vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et surtout à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça nous aide énormément à continuer. On vous dit à très bientôt sur Confluence.